on va démarrer avec notre premier invité. Il s'agit de Lorenzo Gazzoletti. Je vous demande de l'applaudir. Alors Lorenzo, je vais vous présenter. Donc Lorenzo Gazzoletti, donc vous êtes membre de la direction générale de Richelieu Gestion, président d'Hugo Gestion. Vous êtes passé par l'école Bocconi, HEC. Vous avez démarré comme chef de projet chez McKinsey. Vous avez occupé 8 postes de direction générale dans la gestion d'actifs et l'assurance. Vous avez travaillé, alors j'essaie de résumer, mais il y a beaucoup de choses. Chez Allianz, vous avez été président donc, de la JV entre Odo et la Banque Postale. Ensuite, à la direction générale de BHF, direction générale de Montpensier. Et vous venez de faire l'acquisition de la société de gestion, donc Hugo, dont vous êtes le président. Et vous allez maintenant nous parler justement de consolidation et de stratégie de croissance, puisque c'est un des thèmes importants, on le sait, de l'actualité de votre secteur. On vous écoute. Au pupitre ou avec le micro, comme vous préférez. Et vous avez un temps limité, hein, donc 6 minutes. Oui, c'est pour ça que j'ai pris des notes, parce que sinon je parle 3 heures. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, merci pour cette invitation. L'idée, effectivement, c'est de parler de consolidation. Il y a 2 types de consolidation sur le marché. Il y a la consolidation des grands acteurs qui commencent à avoir des problèmes à 500 milliards d'un coup. Hein. Et donc, bien évidemment, c'est pas le sujet de mon intervention, mais il y a aussi toute cette consolidation qui concerne les sociétés de gestion qui sont en dessous de 10 milliards, disons, et c'est un sujet particulièrement important pour la place parce que Paris est resté, contrairement à Milan ou à l'Allemagne, le seul vrai hub de la gestion active en Europe, donc c'est un sujet qui est assez important. Moi, j'ai essayé de me focaliser sur 4 pistes. Je voudrais juste partager mon expérience de chef d'entreprise. 4 pistes pour essayer de sortir de cette problématique. Mais avant d'évoquer ces 4 pistes, disons, de levier pour sortir des problèmes pour les sociétés de gestion en dessous de 5 milliards, je voudrais quand même rappeler quelle est la problématique clé. C'est que nous avons perdu, en termes d'architecture ouverte, probablement 60 à 70% du marché depuis la mise en place de MiFID II. Donc c'est une énorme crise de croissance. J'entends parler, et je dirais, de disparition du marché adressable. 4 exemples. Les instituts français. Je parle bien des instituts en termes de fonds de pension, mais aussi tout ce qui est fonds général de compagnie d'assurance. Quand j'étais chez Odo en 2011, il y avait la moitié des RFP ou des tenders qui étaient gagnés par des sociétés de gestion entrepreneuriale françaises sur des classes d'actifs diverses et variées, etc. Aujourd'hui, il y a un choix, et je veux quand même le dire, il y a un choix de la part des institutionnels français de refuser de travailler avec les sociétés de gestion entrepreneuriale. C'est-à-dire que quand, en raison de problèmes X, Y, nous mettons, et ils mettent tous des seuils à 10 milliards, il y a quand même une fermeture totale du marché des instituts français. Sur la partie gestion déléguée banque privée, je suis désolé, entre 2011 et aujourd'hui, nous avons perdu 70% du marché adressable. Pourquoi? Parce que les seules boîtes qui sont sélectionnées en architecture ouverte sont des boîtes qui font de la Chine, de l'Inde, du Vietnam. Et de l'autre côté, il y a quand même le système de la sub-advisory qui est en train de totalement restructurer l'industrie sur les banques privées. Et puis, je dirais, la consolidation de la distribution indépendante, il ne faut pas se tromper, sur le marché des CGPI, il y a 30% du marché qui va fonctionner comme une banque traditionnelle. Et les banques traditionnelles, quoi qu'on en dise et quoi que j'entende dans toutes les tables rondes, etc., ils sont là pour faire leurs propres produits et des ETF. Et donc ça, c'est le législateur qui l'a voulu. Parce qu'ils ont détruit l'architecture ouverte avec le système MiFID. Mais aujourd'hui, les banques, ils ont internalisé les marges. Donc les Cristal et compagnie vont fonctionner comme la BNP en termes. Donc c'est, vous le voyez, une crise existentielle à laquelle je rajoute la crise de certaines classes d'actifs qui sont nos classes d'actifs traditionnelles, hein, pour lesquelles on venait chercher des gestions de sociétés de gestion indépendantes. Les small mid actions, les obligations convertibles, la gestion diversifiée. Il y a des vrais sujets sur ces classes d'actifs et donc du coup ça pose des problèmes. Alors j'espère de nous avoir pas suffisamment déprimés. Enfin, pas... Il vous reste 2 minutes pour nous redonner le moral.
Oui, absolument. Donc les pistes, si vous voulez. La deuxième, c'est la consolidation. Mais je voudrais quand même dire que la première, c'est que, moi, mon expérience en particulier, c'est que dans des sociétés de gestion entre 1 et 2 milliards, on a des économies de coûts à faire sur la gamme de produits. Hein. On a tous des produits avec des track records qui sont mauvais, qui ne se vendent plus, et je vous invite à les fusionner. Parce que l'industrie a les qualités de ses défauts. C'est très difficile pour faire entrer les encours, mais même avec des fusions, vous avez quand même la possibilité de garder 50% des encours quand vous fusionnez, et vous gardez la moitié du chiffre d'affaires et l'intégralité, en tous les cas, vous perdez l'intégralité des coûts. Sur l'ESG. Alors, vous avez dépassé votre temps. Oui, bon, j'ai encore 2 choses à dire. Ah, rapidement, alors. Sur l'ESG, on peut dépenser moins, car tout le marché, les clients, les CGP, les banques privées, ils ont abandonné le mouvement. Il faut dire les choses comme elles sont. Plus personne, en dehors des instituts, s'intéresse à l'ESG. Donc, c'est une source de surcoût pour les sociétés de gestion entrepreneuriale qui est énorme. Et donc, je vous invite à réfléchir vraiment sur votre structure de coûts, parce que l'ESG, de mon point de vue, est un mouvement qui appartient aux grands, et il n'appartient plus aux gens qui ont moins de 10 milliards. Il y en a quand même beaucoup dans la salle. Et si vous me permettez... Dernier point. Le dernier point, c'est attention, parce que 60% des problèmes que vous avez à 2 milliards, vous les gardez quand vous avez 5 milliards. Il faut mettre un pied dans la distribution. Le mot de la fin, pour moi, c'est vraiment, il faut mettre un pied dans la distribution, pas juste se faire acheter par un distributeur, c'est ça ce que je veux dire. Et du coup, le développement d'une société de gestion, elle passe par la rationalisation des gammes en gestion collective et le développement sur tout ce qui est gestion privée, gestion sous mandat, et aussi ce que je pense des partenariats avec tous les CGP qui ne veulent pas consolider, qui ont encore 20 ans à travailler devant eux et qui veulent travailler sur une offre différente, sans produits structurés et sans private equity. Ce sera donc le mot de la fin, ce sera votre conseil. Merci beaucoup. On peut applaudir Laurent Gazzoletti. Alors j'ai le plaisir maintenant d'appeler Stéphane Toulieu, président d'Atimis Gestion. Merci de l'applaudir. Alors Stéphane, vous êtes diplômé de l'EDEC, vous avez commencé dans la finance au CCF, surtout à la financière de l'Échiquier, où vous étiez directeur général, vous gériez 7,5 milliards quand vous en êtes parti. Vous êtes depuis 2015 maintenant le président d'Atimis Gestion. C'est une société de gestion entrepreneuriale qui est pionnière effectivement dans les thématiques innovantes. Et vous allez nous dire finalement comment arriver à faire des résultats avec un petit portefeuille, comment, et c'est le titre de votre intervention, Small et toujours Beautiful. On vous écoute. Merci. Alors, les 6 minutes apparaissent. Oh là, voilà, c'est terrible. Vous avez 6 minutes. On m'en a donné 1h30 à M. Bayrou l'autre jour et j'ai rien appris. La question qu'on peut se poser après toutes ces interventions, c'est Small est-il toujours beautiful? Alors, je vais vous dire, en 2000, j'étais au CCF, j'étais très bien au CCF, je gagnais bien ma vie, j'avais été un peu identifié comme un bon faillot puisque je progressais en termes de carrière et j'ai fait le choix d'aller rejoindre Financière l'Échiquier. À l'époque, il y avait 200 millions sous gestion, j'étais le 13e. Et tous mes copains chez Financière l'Échiquier m'ont dit « surtout n'y va pas ». Surtout n'y va pas, pourquoi? Parce que les grands vont tout bouffer. À l'époque, Invesco et Fidélité avaient un peu ramassé le marché. Il y a des anciens dans la salle qui s'en souviennent. Il y a une nouveauté, c'est la gestion indicielle. Elle est en train de tout ramasser. Alors effectivement, à l'époque, les ETF, le mot ETF n'existait pas. Et puis, c'était un moment où, souvenez-vous, 2000-2001, j'ai rejoint l'Échiquier en 2001 précisément, les marchés se sont effondrés, on m'a dit les actions, plus personne n'en veut et ça va être durable. Et j'ai, je crois, pris la meilleure décision de ma carrière. J'ai rejoint Didier Le Ménestrel à l'époque en me précipitant dans ce petit esquif que j'ai quitté en 2014 à 7,5 milliards d'encours. Donc on a fait un très joli parcours. Et en fait, je me dis qu'actuellement, en vous écoutant tous, parce que la situation, je crois que c'est Mark Twain qui disait l'histoire ne se répète pas, elle rime. La situation, c'est un peu la même. Les ETF sont en train de tout prendre, les marchés sont compliqués. 2022 a un peu écœuré un certain nombre. Il y a un acteur tout à l'heure qui a dit que les gens qui achètent des ETF n'ont pas connu de crise. 2022, on rigolait moins quand on venait de l'acheter du MSCI Monde.
On est dans une situation finalement, en plus, avec une réglementation beaucoup plus difficile qu'à l'époque. Mais moi, j'applique la formule de Winston Churchill. Quand tu traverses l'enfer, continue d'avancer. Et ça a plutôt bien marché à travers le temps. Les recettes, en fait, finalement, non pas du succès, parce que je gère 200 millions, donc c'est pas encore un succès. Mais enfin, le résultat, c'est que je gagne de l'argent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et j'applique strictement la réglementation, ça, c'est très important. Et j'arrive au travail le matin en sifflant, ravi de rencontrer mon équipe. Et donc ça, c'est le meilleur, c'est d'être heureux au travail. Et quand je vois certains camarades qui rejoignent des sociétés de gestion qui ont fusionné les 3 ou 4 dernières années, j'ai un peu l'impression que c'est la soupe à la grimace et je suis ravi d'être entrepreneur. Alors moi j'ai toujours pensé qu'il y avait 3 facteurs clés de succès en matière de gestion dans les sociétés de gestion indépendantes, j'insiste. L'histoire, j'ai bien aimé tout à l'heure le private equity, les performances dans la durée, le push and sales, là c'est un point sur lequel j'ai de quoi m'améliorer, et le tout évidemment dans le strict respect de la réglementation. Alors pour ce qui est de l'histoire, moi je suis résolument dans un univers innovant. Je suis pionnier en France sur un certain nombre de thématiques avec Atimis Gestion, l'industrie 4.0, pionnier en France, pionnier en France sur la thématique des millennials, les jeunes nés entre 80 et 2000. Et là, pour le coup, ils sont très différents en matière d'investissement. Il faut savoir qu'il y a un point très important que je veux partager avec vous dans la salle, c'est le transfert de richesse colossal qu'il va y avoir de la part des boomers vers les millennials dans les prochaines années. Ça va être spectaculaire. On va devoir changer et s'adapter à ces nouvelles générations. Et puis, il y a un fonds qui s'appelle Atimis Better Life qui investit principalement dans la santé et l'environnement. Là, on est moins innovant pour le coup, mais avoir amalgamé tout ça est une chose tout à fait particulière. Notre recherche, elle est vraiment différente parce qu'on n'hésite pas à aller voir les entreprises. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on a oublié. Alors, un point important, on a très peu parlé de performance, on a très peu parlé de clients et on a très peu parlé finalement de sens de l'investissement. Moi, ce que j'aime beaucoup, je vous donne une anecdote, j'étais à Nashville, au Tennessee, j'ai rencontré le patron de Cava cette année. Je l'avais rencontré 1 an avant. J'ai pu le remercier parce qu'il avait fait la fortune de mes clients. C'est vrai que Cava, ce sont des salades méditerranéennes, donc il faut aller la chercher quand même. C'est une des meilleures performances. C'est beaucoup mieux d'ailleurs en termes de performance que les Magnificent Seven. Ce plaisir, cette réalité de la chaîne de confiance entre le distributeur, l'investisseur que je représente et je suis, et le chef d'entreprise qui va lever des capitaux, j'y crois encore énormément. Et ça crée des performances dans le temps, puisque bon, alors on a connu une horrible année 2022, hein, j'insiste sur ce point, on a quand même connu une jolie petite crise en 2022. Les 2 dernières années, je suis devant le MSCI World pour les fonds que je gère. Donc c'est vrai que dans la durée, c'est compliqué, mais jusqu'en 2021, on était bon. 2022 nous a mis un petit coup dans les mollets. Mais fondamentalement, je crois à cette démarche de connaissance finalement, d'histoire, et puis de démarche d'innovation. Innovation permanente, on se remet en question en permanence, on applique toujours la réglementation, on essaie d'être agile en permanence. J'ai retiré toute la partie la pire de nos métiers, qui est la bureaucratie. On fait un comité par semaine. Je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas dans les grands groupes, comptez le nombre d'heures que vous passez dans des réunions. Les pires étant, je pense, les réunions via Zoom ou via Teams, où vous êtes devant 80 personnes, dont 75 sont en pyjama et ne vous écoutent pas. Faites le test, demandez-leur. Allumez la caméra G, vous n'avez pas le droit. Et l'idée, c'est vraiment d'être le plus flexible possible et de tout sous-traiter. J'ai des partenaires géniaux. J'étais très heureux tout à l'heure d'écouter Laurence, je crois, de la BNP, c'est mon dépositaire, ils sont super en apport. J'ai Finnegan qui m'aide pour le contrôle. L'AMF a été extrêmement supportive finalement des entrepreneurs à travers le temps et c'est génial de pouvoir utiliser un contrôleur interne externalisé. J'ai un IT qui est absolument extra, qui est à l'extérieur. Cette façon de me concentrer sur le cœur de l'investissement, sur le cœur de la génération de la performance, c'est ce que je dois faire. Donc en résumé, moi, en fait, quelque part, je suis un vieux monsieur, hein, j'ai 55 ans. J'ai le regard tourné sur l'innovation, chercher des nouvelles thématiques, chercher des nouvelles idées, penser à cette chaîne de confiance entre le client final et la société dans laquelle je vais investir, et toujours les pieds sur terre en matière de risque. Eh bien, small is beautiful, et je vais continuer à aller au travail tout à l'heure en sifflant et en dansant. Et bravo, vous n'avez même pas atteint votre temps. Peut-être une toute petite question complémentaire, puisque on en a beaucoup parlé déjà ce matin. Finalement, est-ce qu'il y a peut-être une botte secrète aujourd'hui? Est-ce que vous avez une botte secrète pour battre les fonds indiciels, justement? C'est difficile de l'affirmer. Toute la magie de la chose, c'est est-ce que les 2 dernières années, je vais arriver à l'appliquer tous les ans? Donc l'angoisse, c'est de continuer. Non, en botte secrète, moi, j'en ai parlé tout à l'heure lors du café. Il y a un point qui est en train de changer la donne et dont on n'a pas très peu parlé. Je crois qu'on a dit le mot une fois et on en parle partout. C'est l'IA générative.
Moi, je viens de recruter 10 analystes pour 0 €. C'est de l'autre côté du mur, j'ai 10 analystes que j'interroge, qui sont à très bon niveau, et que j'interroge en permanence pour avoir des... C'est l'IA donc, c'est l'IA qui vous permet ça. Absolument. Dans mon quotidien, depuis environ, depuis un an, un peu plus d'1 an, enfin depuis 18 mois, j'ai commencé à tester. L'IA générative, c'était novembre 2022. Donc à partir de mars, d'ailleurs c'est à mars 2023, à Austin, au Texas, je parlais avec les gens, ils étaient tous dessus. J'ai commencé à travailler, à faire de la recherche, à utiliser d'ailleurs plusieurs modèles. Et objectivement, on a une information, vous n'imaginez pas en termes de recherche, faites une demande structurée. Hein, c'est pas juste poser une question, qu'est-ce que je dois acheter, parce que l'IA va vous répondre quelque chose d'inintéressant. Mais faites des demandes structurées, vous allez être surpris par la qualité de la recherche qui vous est apportée. Et pour un petit mec comme moi, c'est génial, parce que j'ai des analyses de très bon niveau. La seule chose qui me rassure en tant que petit, c'est qu'elle ne prend pas la décision à ma place. Donc c'est encore à moi de prendre la décision. Il y a aussi des hallucinations. Je citais tout à l'heure un exemple. J'ai fait une recherche sur TKO, c'est une boîte américaine dans le monde du sport. On m'a répondu Tikeo. J'ai eu une très belle étude sur Tikeo. Donc si on n'a pas ce recul, c'est une anecdote véridique, si on n'a pas ce recul de trier, et à la fin, si on ne sait pas... Il peut y avoir des hallucinations. Exactement, l'hallucination. Si on ne sait pas, et puis si on ne sait pas que c'est à nous de prendre la décision finale, bon, bah, c'est terminé. Mais c'est encore la décision du gérant. Les équipes d'analyse vont devoir se remettre en question. C'est quelque chose de très très important et c'est en train de changer notre vie. Et en tout cas, ça me redonne, moi, énormément de puissance et d'envie d'aller de l'avant. Et l'avenir va être radieux. C'est bien, vous nous donnez effectivement donc des bonnes perspectives pour l'avenir. Merci encore, merci d'applaudir Stéphane. On va terminer ces talks avec Pascal Osberger. Merci d'applaudir Pascal. Alors, comme vous voulez, hein, au pupitre ou avec le micro. Donc, vous êtes Senior Sales Associate chez First Trust. Vous avez rejoint First Trust en 2016. Vous êtes responsable de la distribution des ETF pour la France. Vous avez auparavant travaillé pour la Fédération continentale en tant qu'inspecteur du réseau de distribution indépendant CGP. Vous allez nous parler maintenant justement de cette commercialisation des formats ETF et notamment des fameux buffers. On veut en savoir plus sur ces buffers. Merci. Alors, bonjour à tous et à tous. Merci pour votre invitation. J'ai entendu de la part des intervenants précédents beaucoup de choses très intéressantes sur les buffers. First Trust est un provider d'ETF américain. Moi, je vais vous parler d'une nouvelle génération d'ETF, en tout cas d'ETF qui sont plutôt récents sur le marché américain et encore plus récents en format UCITS sur le marché européen, qu'on appelle les ETF buffers. Un ETF buffer, c'est quoi? C'est un ETF qui va traquer passivement un marché, un indice, par exemple le S&P 500, et qui va offrir une protection contre un risque de baisse en contrepartie de gains limités à la hausse. On va caper la performance à la hausse. Juste pour vous expliquer un petit peu la genèse et l'historique des ETF buffers, le premier ETF buffer a été lancé aux États-Unis en 2018 par un provider d'ETF qui s'appelle Innovator ETF. Mais les premiers à faire du buffer hors format ETF, c'est une société qui s'appelle CBOE Vest, qui est une société qui est basée à Chicago et qui faisait de la stratégie buffer dès 2012-2013. First Trust étant un provider d'ETF originaire de Chicago, on a eu l'occasion de les rencontrer, d'étudier leur façon de gérer le système de buffer, et on a passé un partenariat pour lancer nos propres buffers en format ETF en 2019. La vraie innovation, elle est là, c'est le format, le véhicule ETF. De manière globale, le marché de l'ETF buffer aujourd'hui, c'est déjà 58 milliards de dollars. First Trust, c'est à peu près un peu plus de 50% de part de marché avec 30 milliards d'actifs sous gestion en buffer. L'année qui a vraiment accéléré la distribution des buffers en 2022, c'est la fameuse crise où les deux classes d'actifs principales, equity et fixed income, étaient en baisse. Donc il y a eu un fort repli aux États-Unis des fonds, notamment low vol S&P 500, sur des produits ETF buffer. On a lancé nos premiers ETF en format UCITS buffer en 2023. On les lance tous les trimestres sur le S&P 500 avec une protection de 15% et avec un cap à la hausse en moyenne entre 13 et 14%. Alors comment ça fonctionne? Ce sont des ETF où on va investir à l'intérieur en options. Ce sont des options d'une durée de 1 an. À chaque date anniversaire, on va relancer une option. À l'intérieur, c'est ce qu'on appelle des options flex.
C'est un mélange d'options classiques européennes, américaines et d'options tailor-made, qui sont des options sur mesure émises par les banques américaines. Au niveau de la stratégie, comment ça fonctionne? Vous avez deux calls et deux puts. Un achat de call, une vente de call, un achat de put, une vente de put. Pour ceux qui sont familiers avec les options, on n'a rien inventé. Hein. L'innovation, c'est vraiment le format ETF. C'est des choses que vous connaissez probablement. C'est des stratégies de put-collar spread, tout simplement. Donc vous allez avoir l'achat d'un call qui va permettre d'avoir une exposition synthétique sur le S&P 500. Une vente de call qui va permettre de définir le cap à la hausse. Un achat de put 100 qui va essayer de protéger 100% contre la baisse, mais qui va être extrêmement cher. Donc vous allez avoir une vente de put 85 qui va couvrir les 15 premiers pourcentages de baisse. Le principe du buffer, c'est ça, c'est qu'en contrepartie d'une limitation de la hausse, vous allez avoir une protection des 15 premiers pourcents de baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une échéance d'un an équivalente à la date d'anniversaire de l'ETF qui est lancé tous les trimestres, si le S&P pendant cette durée-là fait plus 20% et que votre ETF buffer est capé à 14, vous aurez plus 100% de 14. Si l'ETF, le marché fait 10, le S&P en l'occurrence, vous aurez 100% de 10. Si le S&P fait moins 10, vous êtes couvert puisqu'on va couvrir les 15 premiers pourcents de baisse. Et si le S&P fait moins 20, on va couvrir les 15 premiers pourcents de baisse. Donc la performance négative est de 5. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va rester dans un format ETF avec des frais totaux de 0,85 et vous allez avoir aucun coût sur les options. Eh bien, donc c'est le mot de la fin pour votre intervention. Merci. Vous êtes vous aussi en avance. Du coup, j'ai le temps de vous poser une petite question. Finalement, donc, quel est pour vous le risque que présentent les buffers et les structurés par rapport à des produits plus conventionnels? On est quand même, on va dire, un peu plus tranquille avec des buffers? Alors, on compare souvent les produits structurés aux ETF buffers. C'est deux produits assez distincts, même si le mécanisme d'option va être commun. Vous avez deux principales différences entre un structuré et un ETF buffer. Le premier, c'est le risque de contrepartie. Dans un structuré, en face, vous avez une contrepartie qui est la banque. Généralement, vous avez une seule banque. Un ETF buffer, c'est un petit peu différent. Vous allez avoir en face de vous une chambre de compensation. En l'occurrence là, qui est l'OCC, qui est le plus grand organisme mondial de compensation des produits dérivés, avec 300 participants au marché. Donc votre risque de contrepartie sur l'ETF buffer va être beaucoup plus limité que sur un produit structuré. La deuxième chose, c'est la liquidité. Et je me permettrai de reprendre une phrase que j'ai entendue de la part d'un de vos intervenants précédents, qui disait que l'ETF avait permis de démocratiser certaines classes d'actifs. C'est exactement le cas de l'ETF buffer. Donc, votre ETF buffer est traité comme un ETF traditionnel, comme un... voilà, c'est monsieur, qui va être traité en cours continu. Donc, quelque part, on a rendu liquide des choses qui ne l'étaient pas vraiment. Avec une accessibilité pour les clients qui est assez simple, puisque vous êtes comme sur un titre vif. Une part d'un ETF buffer, c'est $30. À partir de $30, vous pouvez investir sur ce genre de stratégie qui était plutôt réservée à certains styles de véhicules, comme les produits structurés. Merci, on voit beaucoup d'innovation donc encore. Merci beaucoup Pascal, on peut l'applaudir.
Welcome to Paris. Our Global Fund Registration team acts as a one-stop shop, providing comprehensive support to meet all regulatory requirements for the distribution of foreign investment schemes in Switzerland. With our broad range of services, we help our clients navigate the complexities of fund registration and ensure seamless market access. With us, you can also expand your knowledge about the Financial Services Act. Our online courses are now available 24/7. With GFR at 1741 Group, we prioritise your needs, act independently in your interest, offer attractive representation fees, cover FINMA fees for agent changes, and provide expert support to ensure your distribution team is FINSA compliant. You can contact our team for dedicated support and expert guidance.